Ce qu'on voudrait savoir, c'est par rapport à votre travail au niveau de la caisse maladie régionale. Et donc déjà, on va commencer par le commencement, si vous voulez bien, par rapport à la naissance de cette caisse et à sa vie, c'est-à-dire les débuts de sa création, ses débuts, les débuts difficiles, les contestations, le passage de la contestation, l'acceptation, etc. Donc tout par rapport à ça, comment ça a été créé. Voilà. Donc ça a été créé en 1969, je crois au mois de juillet 69, mais il y avait 3 mois de cotisation sans avoir droit aux prestations, disons. Les 3 premiers mois, il n'y avait pas droit aux prestations. Et les prestations sont arrivées après. Donc, mais par contre, à cette époque-là, c'était le régime à 50%. Et tout le monde n'y avait pas droit. Il y avait que les personnes âgées et les gens en longue maladie. Mais tous les soins pour les adultes, disons, normaux, les soins normaux, enfin courants, si vous voulez, n'étaient pas pris en charge. Et ce qui fait que beaucoup, et moi le beau premier, nous avions des assurances personnelles dans des compagnies ou des mutuelles, nous avions des assurances personnelles. Et quand est né le régime obligatoire, alors bien sûr, ils ont essayé, ces mutuelles qui étaient organismes conventionnés, de nous garder, mais par contre, de vendre, disons, des complémentaires. Et apparemment, les complémentaires étaient aussi chers que l'assurance qu'on avait avant l'assurance maladie obligatoire. Et ils prétendaient que ça remboursait rien, donc il n'y avait qu'à complémentaire et tout. Et c'était un petit peu vrai, mais les cotisations étaient quand même surfaites. Et voilà. Et alors le problème, la contestation est née, surtout, si vous voulez, au niveau des cotisations. Et c'est parti depuis des retraités. Alors à cette époque-là, on avait des retraités du commerce ou de l'artisanat qui avaient des retraites de misère. Il faut reconnaître qu'ils n'avaient pas cotisé non plus, mais ils avaient des retraites de misère. Et il y a des gens à qui la cotisation, le montant de la retraite payait juste la cotisation de maladie. Donc il ne leur restait plus rien. On le retenait donc sur leur retraite, on leur retenait la cotisation d'assurance maladie et touchait ou pratiquement rien, quoi. Disons, et c'est là qu'est née la contestation. Alors la contestation est née dans l'Isère, les premières manifestations ont eu lieu à Grenoble, tout ça. Et puis après, c'est Gérard Nicou qui a pris la tête un peu de ce truc-là. Lui, il était à la bâtiment Gascon. Donc, et puis ça s'est enflé comme ça. Et il y a eu des manifestations, pas mal, quoi. Et là-dessus se sont enchaînés un peu les problèmes de fiscaux. Donc il y a eu des problèmes avec les perceptions, tout ça. Mais c'était surtout, disons, le départ, c'était l'assurance maladie qui a créé, si vous voulez, ce déclic, quoi, pour la contestation. Et pourquoi à Grenoble ? Vous savez, Grenoble, ça a toujours été... C'est le pays de Mondrin. La partie de ça, c'est le pays de Mondrin. Les Dauphinois ont toujours été des révolutionnaires avant l'heure. Oui, la Révolution française aussi. Ah oui, tout à fait. C'est une tradition, ça. Ah oui. D'accord. Et ça c'est... Donc la CMR... La CMR, donc, elle était administrée par un conseil provisoire où ils avaient mis tous des représentants des caisses de retraite. Bon, enfin, déjà des gens bien souvent d'un certain âge, quoi. Alors, c'est vrai que maintenant, ça m'est difficile de parler des gens d'un certain âge. À cette époque-là, c'est des vieux. Qu'est-ce qu'ils viennent foutre là-dedans ? Et voilà, disons que c'est là que c'est parti. Et les premières élections ont lieu au mois de juin 70. Et dans la France, il y a eu 3 ou 4 caisses où le Sidunati, donc puisqu'on avait créé ce Sidunati là dans la contestation, où le Sidunati s'est présenté, dont à Lyon, à Grenoble, je crois à Nice, il me semble. Enfin, il y avait 4 caisses en France, quoi. On s'était présenté, et à Lyon, on était majoritaire. Donc, le premier président qui a été élu, c'était Georges Vignal. Georges Vignal était donc un commerçant en électroménager de Tassin-la-Bilune, mais qui était un personnage extraordinaire, quoi. C'était vraiment, pour moi, c'était un maître. Ah oui. Et moi, j'ai été élu la première fois aussi
Mais alors c'est assez folklorique comme j'ai été élu parce que j'avais été chargé par l'organisation de monter la liste électorale, mais je ne m'étais pas mis dessus. J'avais fait une liste, quoi. Je ne m'étais pas mis dessus. Et puis au moment de la déposer, on s'est rendu compte qu'il y avait un gars sur la liste qui n'était pas éligible, qui était en 4e position. Et c'est au moment de la déposer, donc moi je me suis mis à la place pour dire de combler ce trou, quoi. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai été élu la première fois, tout à fait par hasard, quoi. Premier dans un concours de circonstances, comme on aurait dit. Je ne sais pas quel homme politique. Et donc le Sidunati, excusez-moi, Non, le Sidunati a existé à partir de cette contestation. Voilà, tout à fait. D'accord. Et il a été fondé à cette époque. Oui, à cette époque, mais alors il y a eu des mouvements, des changements de direction, des trucs comme ça et tout ça. C'était un foutoir, c'était monté spontané, mais ça ne s'est jamais structuré. Ouais. Le Sidunati ne s'est jamais structuré. Ça a été le malheur, quoi, disons. C'est ce qui fait que ça n'existe plus maintenant. Il n'y a jamais eu de structure, disons. C'était du spontané. Les gens, mais il y avait un enthousiasme phénoménal, il y avait une solidarité phénoménale à cette époque-là. Mais il n'y a jamais eu de structure, quoi. Il n'y a jamais eu de structure pour dire de faire fonctionner un organisme. Mais c'était quand même une étiquette Ah oui, de oui, rassemblement. oui, puis qui existe encore, mais qui ne veut plus rien dire à la limite, hein, maintenant, il faut reconnaître. Et donc, vous avez évoqué un peu de violence. Enfin Ah oui, Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus précisément? oui, bien sûr, parce que j'étais au cœur de ces problèmes. Alors, si vous voulez, moi, pour vous dire, j'étais plutôt, j'avais été tout de suite un peu des responsabilités, quoi. Et je suis d'un tempérament plutôt pacifique. Alors, je suis jamais à la charge, mais par contre, quand il y avait des problèmes, j'étais là sur le place pour essayer de calmer un peu les esprits, quoi, de faire le négociateur, quoi. Ouais. Mais comme dans ces manifestations, les gars ils arrêtent les derniers qui restent. Bon, j'ai été arrêté je ne sais combien de fois parce que j'ai resté jusqu'au bout, quoi. Oui. Et donc c'est là, on avait fait une manifestation une fois. Et ben il y avait eu, on a des collègues qui avaient enlevé le président de la Caisse de Lyon, Gustave Pro. D'accord. Il l'avait enlevé, il l'avait emmené dans les îles, il l'avait déshabillé, puis il l'avait abandonné dans les îles à Mont-en-Velin. Ah oui. Alors, il l'avait pas frappé, mais enfin, disons qu'il l'avait déshabillé, il l'avait laissé en caleçon dans les îles à Mont-en-Velin. Ah, donc ce qu'on voit récemment, enfin aujourd'hui là, ce qu'on voit, c'est pas nouveau finalement, ces formes de Oui, contestation. mais là disons que si vous voulez, il n'y avait pas du tout d'organisation. Il y a un gars qui a fait ça avec sa camionnette. C'est un électricien, il avait tous ses outils dedans et tout. Quand le père Pro il a décrit le truc, ils ont trouvé quand tout de suite, quoi. Alors ils étaient deux, ils se sont fait arrêter et ils étaient bien sympas. Et on a manifesté pour les faire sortir de prison. Et là il y avait une grosse manifestation donc à la Tour du Pin, autour de la préfecture à la Tour du Pin, on était je sais pas combien de centaines. Et il y a le maire de la Tour du Pin qui arrive en voiture et pour essayer de négocier, de calmer un peu le truc et tout. Et puis des gars qui le prenaient à partie, et moi je suis intervenu là pour m'opposer, quoi, pour me protéger un peu. Hein. Mais manque de chance, le lendemain, en première page sur le journal, j'étais en photo, les bras écartés devant le maire, comme ça, et crac, ils sont venus me chercher, et puis j'ai fait 15 jours de tombe, quoi. Ah oui, d'accord. Ah oui. Mais enfin, disons que le maire a été honnête, il a reconnu que je l'avais protégé, plutôt que de l'agresser, quoi, je l'avais protégé et tout. Ce qui fait que j'ai pas eu de poursuite. Hein. J'ai fait 15 jours de tôle pour rien, quoi, disons. Mais enfin, c'est pas mal, quoi. Ouais, bah oui. Mais voilà. Donc, mais ça ne m'a pas calmé pour tout ça. Hein. Au contraire. Et on a continué comme ça. Il y a eu des manifestations à Paris, il y a eu des manifestations. Alors, moi, compte tenu de mon métier, puis j'étais tout seul pour travailler, j'ai fait beaucoup de manifestations locales. Tout, mais j'ai jamais fait des déplacements. Il fallait que je perde ma journée et tout. J'étais tout seul pour travailler. Je suis jamais allé des manifestations à Paris ou n'importe. J'y suis jamais allé. Il y a eu des manifestations pas mal dans l'Ouest aussi. J'y suis rarement allé. Si je suis allé à Vichy, il y avait un congrès national de l'organique à cette époque-là, et on était allé manifester à Vichy. Mais à Vichy, on était nombreux, mais ils avaient mis le paquet, il y avait même l'armée, il y avait des chars, il y avait des trucs et tout. Oui.
Ah oui, mais à cette époque-là, c'était chaud. Hein. Et pourquoi vous manifestiez si fort? Vous avez expliqué que la cotisation maladie mangeait Voilà, tout à fait. retraite. Et puis qu'il ne remboursait rien du tout. Alors, ce qui a fait un petit peu que le site du NATI s'est jamais structuré, c'est qu'on était parti sur le fait qu'on ne voulait pas de cette assurance maladie, il fallait la supprimer, on n'en voulait plus. Et puis, quelques-uns, avec Vignal en tête et tout, on s'est dit, mais dans le fond, la solidarité nationale, c'est quand même quelque chose de bien, et ce qu'il faut, c'est l'améliorer. Mais là, il y a eu des oppositions internes, il y avait des gars qui voulaient détruire le régime, et puis on était quelques-uns, disons, à vouloir l'améliorer. Alors on s'en est vu pour arriver à faire valoir nos... Mais enfin, on a réussi quand même petit à petit. Après, donc, alors on a manifesté pour le faire améliorer. Et il y avait une grosse manifestation à Paris, et je me rappelle à cette époque-là, c'était Edgar Faure qui était ministre des Affaires sociales, et il y avait une grosse manifestation à Paris, et on avait obtenu ce jour-là la prise en charge pour tout le monde. Parce qu'autrement, c'était que les actifs n'avaient droit à rien. Il y avait une prise en charge pour tout le monde, qui était toujours à 50%. Et puis petit à petit, après, on a réussi à obtenir jusque... Mais bon, on a mis le temps, hein. Mais maintenant, on a un régime qui est équivalent au régime général, quoi. On a même les mêmes prestations sur le régime de base. Mais justement, à peu près, ça a duré combien de temps la période de contestation pour obtenir juste le régime équivalent? C'est-à-dire, ça s'est dilué petit à petit, quoi. Il y avait moins de monde, il y avait moins de trucs et tout. Et puis après, on faisait des manifestations, il n'y avait plus personne. Donc et voilà, au bout d'un certain temps, quoi, ça a été spontané, ça a éclaté, mais c'est vite reparti, quoi, si vous voulez. Mais on peut dire qu'on a été fort pendant 2-3 ans. D'accord. Hein, pendant 2-3 ans, on peut dire qu'on était vraiment fort. Puis après, petit à petit, mais si on a encore été fort, puisque les élections, là, c'était des mandats de 4 ans, on a été élu en 70, en 74, et en 78, là, non, c'est en 74, je crois, on avait présenté dans toutes les caisses, et on était majoritaire sur le plan national, et c'était Gérard Nicou qui a été président de la Caisse nationale. Ah oui. Oui, mais il n'y est pas resté, hein. Il est resté un an, puis il a démissionné, il a laissé sa place derrière. Ça lui intéressait pour lui. C'est un tribun, quoi, disons. C'est un tribun, d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce qu'il avait 20 ans à cette époque-là. Hein. Ah oui. Il avait un bistrot à la Bâtiment-Gascon. Ses parents étaient obligés de l'émanciper parce que la majorité était à 21 ans à cette époque-là. Il avait été émancipé pour pouvoir s'installer. Ah oui. Donc il avait à peine 20 ans, je crois qu'il n'avait même pas 20 ans tout à fait au début. Alors c'est exceptionnel, cet âge-là, c'est vrai. Hein. Mener un mouvement pareil. Ouais. Donc c'est vraiment, finalement, ça tient à quelques personnes que le régime ait pu évoluer comme il a évolué maintenant. Et au niveau de la contestation, c'était uniquement cantonné à des manifestations, il n'y avait pas d'autres types d'actions hormis la personne qui a été enlevée pour être mise dans les îles. Non, il y a eu des manifestations des fois assez violentes, il y a eu des bagarres avec les forces de l'ordre, hein, des trucs comme ça, dans certains coins. Hein. On avait fait une manifestation à Bourgoin aussi une fois. On avait barré Bourgoin complètement, barré toutes les routes et tout, et les CRS sont arrivés, des trucs comme ça. Ça a quand même chauffé. Hein. Moi je me rappelle à cette époque-là, j'ai sauté une barrière de fil de fer barbelé. Je ne ferai pas maintenant, mais il y avait les CRS derrière avec les matraques, autant vous dire, ça vous donne de l'élan. Hein. Ça vous donne de l'élan. Et cette période de contestation, donc, elle coexistait avec la gestion de la CMR par vous. Oui. Donc, en même temps. Mais à cette époque-là, il y avait que 2 ou 3 CMR où nous étions majoritaires. Hein, je crois qu'il devait y avoir Nice, Marseille et Lyon, il me semble. Et Grenoble. Oui. Mais après, les deuxièmes élections, on en a présenté partout, et là, on avait une majorité nationale. D'accord. On avait pratiquement toutes les caisses, quoi. Ouais. Mais c'est un peu curieux d'être administrateur d'une caisse et en même temps de faire des contestations comme ça. Dans la contestation, oui. Donc est-ce que la caisse marchait quand même? Forcément, oui.
Oui, à la caisse, on appliquait les règlements, quoi. Oui. Il n'y avait pas de problème. Et vous vous battiez pour que ça évolue? Par contre, je vais vous dire, sur Lyon, on a fait beaucoup. Il fut un temps, ils nous appelaient la Cadame 2. Ah oui. Parce qu'avec Georges Vignal, qui était quelqu'un d'extraordinaire, on a lancé beaucoup de trucs et on a fait, à titre expérimental, on a fait des trucs hors la loi un petit peu. Ah oui, d'accord. Et y compris d'ailleurs avec, moi je me rappelle, avec même pratiquement la complicité un peu des pouvoirs publics. Je me rappelle d'avoir vu avec Lombardo, Michel Lombardo, mais de l'avoir prévenu avant. Je lui avais demandé un rendez-vous, je l'ai prévenu, j'ai dit voilà, on veut en commission de recours amiable, c'était commission de recours gracieux à cette époque-là. Commission de recours gracieux, on veut accepter tel et tel truc, je ne me rappelle plus ce que c'était exactement. Il m'a dit oui, mais vous êtes hors la loi là. J'ai dit écoutez, moi j'ai un conseil lundi, j'ai envie de faire passer ce truc-là au conseil et tout. Ah bon, il dit écoutez. Et on a passé ce truc au conseil et il l'a laissé passer. Il l'a pas contesté pour ça. Donc il était complice. Parce que moi je l'avais prévenu, je ne l'avais pas pris en traite, hein. Je l'avais prévenu, j'ai dit voilà. Et il l'a laissé passer, donc avec sa complicité d'ailleurs. Il a eu des retours de bâton derrière, hein. par sa hiérarchie. Et il a eu des retours de bâton derrière. Et puis moi je me rappelle, à ce moment-là, je siégeais à Paris aussi au Conseil national. Et je m'étais fait prendre à partie par les représentants du ministère. Parce qu'il y a les représentants du ministère qui siègent, je m'étais fait prendre à partie. Moi je dis j'ai pas une délibération du conseil, je l'applique. Donc, enfin c'était, vous voyez, on se bagarrait dehors, mais on se bagarrait dedans aussi, quoi. Hein, on avait, alors dedans c'était un peu contre les pouvoirs publics, quoi. Qui nous, voilà. Et puis donc en 70 à 74, c'est Vignal qui a été président, et puis en 78, il avait pris des responsabilités un petit peu dans le mouvement et tout, le machin. Il m'a refilé la présidence, quoi, si vous voulez. Hein, il voulait déjà que je le prenne en 74, j'avais refusé. Et puis je l'ai pris en 78, quoi. D'accord. Voilà. Et ce monsieur Vignal, vous pouvez nous en parler un peu, parce qu'on ne le connaît pas beaucoup. Monsieur Vignal, il est décédé pas très longtemps après, il est décédé, je crois, en 78 ou 80, quelque chose comme ça. C'était vraiment un gars bien, mais qui a, disons que si vous voulez, il a eu des problèmes parce qu'il a pratiquement négligé son affaire de façon phénoménale. Hein, il avait un peu sa femme qui s'en occupait, qui était bien d'ailleurs, sa femme. Il avait sa femme qui s'en occupait, mais il a fini, je dirais, pas dans la misère, mais enfin, c'était vraiment... Il a tout sacrifié, quoi. Il a tout sacrifié. Et d'où il venait, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, il venait, donc là, il avait un magasin d'électroménager. Je sais qu'il avait été dans une grosse boîte à Lyon, je ne me rappelle plus le nom, qui était Cours de la Liberté. Et il était chef du personnel, enfin des trucs comme ça, ou directeur des ventes, enfin je sais pas, mais il avait quand même une formation intellectuelle, disons, si vous voulez, que j'ai pas, moi. Et il avait quand même une certaine facilité, disons, intellectuelle, quoi. C'était quelqu'un de bien. Et qu'est-ce qu'il a fait alors? Comment il a été reconnu pour devenir président de la CMR? Disons qu'il est venu dans une réunion quelconque. Il était d'ailleurs pas dans les manifestations des premiers mois, là, hein. Mais on faisait beaucoup à cette époque-là, on faisait des réunions. Moi je me rappelle, j'étais dans le 7e arrondissement. J'ai fait des réunions dans une salle de brasserie, un truc comme ça, avoir 150-180 personnes. Un soir, quoi, à 8h, une réunion. Il y avait du monde à cette époque-là. Et lui, il a participé à une réunion comme ça. Et puis c'était donc mon collègue Jérôme Maisonneuve qui était dans son coin là-bas. Il était à Saint-Gilles-les-Olières, Jérôme Maisonneuve. Puis qu'il a un peu repéré. Puis les gens se sont rendus compte de sa valeur. Et on lui a demandé donc, de prendre des responsabilités, quoi. Et pourquoi justement il n'a pas voulu continuer la présidence? Disons qu'il avait des responsabilités nationales aussi du NATI, mais après, bon, il a été plus ou moins contesté parce que
on le jugeait trop pacifique, trop... voilà. Alors il était plus ou moins contesté, ce qui fait que il a jamais quitté, si vous voulez, mais enfin, après il avait même plus de responsabilité au niveau... Et il est décédé, je dis, il est décédé quand même jeune, quoi. D'accord. Il est décédé jeune. Il est décédé à cardio, enfin... Moi, je me rappelle, j'étais allé le voir à cardio, et je ne m'attendais pas à ce qu'il décède, quoi. Il avait pris un infarctus ou un truc comme ça, mais bon, il avait toutes les chances de s'en sortir, et puis bon, bah, il est parti comme ça, quoi. Mais c'était vraiment quelqu'un de compétent et de bien, quoi. Donc du coup, si le mouvement, dans l'hypothèse où le mouvement il aurait été beaucoup plus structuré, qu'il n'y aurait pas eu de guerre interne, il y avait des oppositions, et puis alors on avait des problèmes. On avait quelques gars qui étaient venus, c'était des opportunistes un petit peu. Alors au bureau national, il était rentré comme un dénommé Bouillet, qui était un ancien député de Poujade. Vous voyez, mais alors, quelle était leur mentalité, quel était leur but? Moi, j'ai toujours eu quand même bien des doutes là-dessus. On était quand même tout un paquet de gens qui n'avaient jamais fait de politique, jamais rien, et on était spontanés. Et puis on a vu arriver des gars, alors des avocats, des conseillers juridiques, des trucs comme ça qui sont arrivés. Mais c'était des opportunistes, quoi. Et c'est ce qui a, disons, secoué le mouvement. Et puis le problème, Gérard Nicou, qui était un tribun extraordinaire, mais il fallait lui faire la cour, quoi. Il avait une cour, c'était le roi soleil, quoi. Ouais. Et les gens qui étaient là, qui le une cigarette, pas lui servir en whisky, qui étaient au petit soin avec lui, porter ses valises, des trucs comme ça, il adorait ça, quoi. À 20 ans, à la limite, je le comprends, quoi. Mais alors il avait tous ces gars qui étaient des serviles, quoi, si vous voulez, mais qui cherchaient à s'introduire et qui ont un peu pourri le mouvement, quoi. Et vous avez l'impression qu'il y a eu une tentative des poujadistes de récupérer? Oui. Ouais. Et ça n'a pas marché? Enfin, il y en avait quelques-uns de poujadistes. Hein. Il y en avait d'autres, il y avait Raed, la Drôme, là, tout ça. Raed semblait un peu plus honnête, quoi. Mais des gars comme Bouillet, comme tout ça, bon, moi ça m'a toujours paru bizarre, quoi. Ça m'a toujours paru bizarre. Alors bien sûr, il avait des capacités aussi, il avait des connaissances, il avait des trucs qu'on n'avait pas, nous. C'est vrai que bon, il avait été député, il avait siégé comme député, il avait des trucs et tout, il avait des connaissances qu'on n'avait pas. Mais malgré tout, la sincérité était peut-être un peu moindre là aussi. Hein. Mais quels étaient leurs intérêts, à votre avis, de détourner ce mouvement? Je ne sais pas. Parce qu'ils le détournaient sans doute à des fins politiques, mais du coup, ils voulaient en faire quoi? Enfin... Oui, disons que le problème, c'est qu'ils avaient entraîné. Je me rappelle une fois, Gérard Nicou avait monté une liste pour les européennes. Oui. Hein? Oui. Mais je crois qu'on a dû faire 1%, 2%, un truc comme ça, quoi. C'était rien du tout, mais il avait été entraîné à rentrer dans ce truc-là, quoi. Mais par contre, Gérard Nicou, il a été courtisé, si vous voulez, par tous les partis politiques, pratiquement. Vous savez, parce que bon, c'est un tribun, c'est un truc qui entraînait les foules, et ça intéressait tout le monde, quoi. Mais comme on peut lui reprocher un tas de trucs, hein. Il a fait des erreurs phénoménales et tout, mais je pense que c'est un gars, il a dépensé un pognon fou, il a mené une vie de roi, quoi, un truc comme ça, mais il n'a pas gardé de pognon, quoi. Il a pas pris de l'argent. Il en a dépensé peut-être inconsidérément, mais c'est pas le voyou qui a cherché, vous voyez. Oui, à mettre de côté pour lui. Voilà, tout à fait. En fait, là, vous êtes en train de nous décrire des personnes qui ont agi, qui étaient passionnées par leur action, oui. Mais qui avaient beaucoup d'honnêteté et qui, du coup, se sont fait avoir par leur honnêteté. Au départ, je pense que c'était spontané et tout le monde était très honnête au départ. Et puis surtout la base, quoi, surtout tout le monde était très honnête. Et puis après, il y a des gens qui se sont infiltrés. Il y a des gens qui ont cherché à s'infiltrer. Et là, c'est ce qui a pourri un peu le truc, quoi. Et des gens comme moi, on démarrait de la base, on n'avait aucune machine ni rien, on pouvait pas supporter ça, quoi. Et puis j'étais pas le seul. Hein.
Moi, je me rappelle, on avait comme responsable départementale la Madame Tell, qui était de Chaponnay, qui était une femme d'une honnêteté extraordinaire. Mais quand elle a vu ça, elle a démissionné vite fait. Elle n'y est pas restée longtemps, quoi. Elle n'y est pas restée longtemps. Elle a démissionné. Parce que là, vous parlez de l'organisation du CIDUNATI. Du CIDUNATI. Et il y a par ailleurs, dans le conseil d'administration de la CMR, oui. Il y avait les mêmes, mais c'était ceux qui étaient vraiment concernés. Ben voilà, qui avaient accepté de se présenter, quoi. Ils ont collaboré, ils ont essayé de... Voilà, à cette époque-là, on était combien au conseil d'administration? Je crois qu'on était une vingtaine. Oui, en général, oui. Oui, je crois qu'on devait être une vingtaine d'élus, mais on avait un Toubi, un pharmacien, on avait 2 UDAF et 2 personnes qualifiées. Alors on avait des désignations extérieures, ce qui fait que pour avoir la majorité, il fallait faire 80% des voix. Oui. Hein, si on comptait pas toutes ces personnes qui étaient rajoutées au conseil à cette époque-là. C'était assez verrouillé, quoi. Oui. Et comment tout le monde cohabitait justement? Est-ce que c'était difficile d'avoir la majorité? Est-ce que les non, parce qu'en définitive, le premier mandat peut-être on avait un peu de l'opposition. Il y avait M. Ressico, donc, qui était l'ancien président de la caisse de retraite artisanale, qui était à notre conseil, et il y avait 2-3 gars des anciens des caisses de retraite là. Oui, c'était assez difficile de travailler avec eux. Puis après, sur le deuxième mandat, donc ces gens-là sont pas revenus. Il y en est venu d'autres, mais bon, apparemment, quand on rentrait en conseil d'administration, si vous voulez, et moi, quand j'ai été président, c'est ce que j'ai dit, vous laissez vos casquettes au vestiaire, et on est tous des travailleurs indépendants, et on défend le régime. Ça continue plus ou moins maintenant. On a toujours résisté, si vous voulez, à la mainmise de la CAPEB. Hein, oui. Qui eux veulent tout verrouiller, veulent tout centraliser, les CAPEB avec l'UPA, et on a toujours, jusqu'à présent, on avait réussi à y résister. Maintenant, c'est moins sûr. Hein. Maintenant, c'est moins sûr, la CAPEB. Ils ont repris du poil de la bête. Ah. Mais disons que l'UPA, qui maintenant représente, c'est d'ailleurs les seuls représentants des travailleurs indépendants, l'UPA, avec la CGPME, mais la CGPME, il y a plus de petits industriels que de petits commerçants. Hein. Mais donc l'UPA, c'est pratiquement les seuls représentants. Mais s'il y a eu l'UPA, c'est grâce au CIDUNATI. Parce que ça n'existait pas avant, ils l'ont monté pour contrer le CIDUNATI. Ah oui, d'accord. L'UPA doit sa vie au CIDUNATI. C'est un peu comme quand on dit que De Gaulle il doit sa notoriété à Hitler, quoi. C'est la même chose. Oui, d'accord. Et comment est-ce que, dans la période de transition, enfin tout au début de la CMR, vous nous avez dit que c'était un conseil qui était désigné d'office. Oui. Et après, vous avez été élu l'année suivante. Voilà. Et comment ça s'est passé dans cette période où c'était des désignés d'office? Disons que, si vous voulez, à cette époque-là, on avait de la majorité, donc Vignal a été élu président, et puis il fallait qu'on choisisse un directeur. Alors il y avait plusieurs candidats, il y avait donc les présidents de caisse de retraite, les trucs comme ça, ils étaient tous candidats, et puis c'est là qu'on a élu Damzin comme directeur. Mais Damzin, il est passé à une voix. Oui. Vous l'avez connu, M. Damzin? Non, je n'ai pas connu. Il n'y était plus quand vous êtes arrivé. Non, c'était des gens qui étaient déjà directeurs. Oui, voilà. Parce qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui étaient agents comptables, qui passaient après directeur adjoint. Mais Damzin, enfin, il était plus politique qu'administratif, quoi. Ah oui. Et il était un peu... C'était bizarre, d'ailleurs. Mais c'était un handicapé, hein. C'était un ancien polio, il marchait avec deux béquilles. Donc il y avait déjà une sympathie par rapport à son handicap, hein, mais autrement, Damzin, il s'est vu avec Vignal, et Vignal à Paris était un des leaders, et Damzin, il s'est vu le directeur de la Caisse nationale. Et là, le malheur, c'est qu'il est parti beaucoup trop tôt. Il avait déjà, avant les élections, comment dirais-je,
préparer son staff, je prendrai un tel, machin, il avait déjà préparé son staff et tout. Et puis en définitive, il n'a jamais eu l'agrément. Oui. Non, mais il n'avait pas non plus. Oui. Et puis avec, il y avait des gros problèmes avec Damzin, il y avait des gros problèmes avec la direction régionale de Sécu déjà. On avait un inspecteur à cette époque-là, c'était M. Pianelli. M. Pianelli, moi, je ne sais pas pourquoi, il était assez rigoureux, mais bon, il m'avait pris un peu en sympathie. Et souvent, il m'a chopé à part, il m'a dit, mais Rosan, c'est le conseil qui doit faire, c'est le machin, et puis les budgets, vérifiez les budgets, occupez-vous des budgets. Mais bon, je disais, les budgets, vous êtes là, vous faites le contrôle et tout, bon, ça me suffit. Vous savez, c'est pour un primaire, Oui. voir un budget de millions ou de milliards, c'est... Hein, objectivement, si vous voulez avoir un agent comptable qui vous truande, c'est pas un administrateur qui est capable de le voir. Hein. Autant, bon, la Cour des comptes ou des trucs comme ça, ils en sont capables, mais c'est pas un administrateur qui peut le voir. Hein. Alors moi, je faisais confiance, et puis le budget, ben, je m'en occupais pas trop. Mais Pianelli disait... mais souvent, il a eu des gros problèmes avec Damzin, quoi. Enfin, lui, et puis, à cette époque-là, c'était Pinjot qui était directeur de la Sécurité sociale. Ce Pinjot. Et je me rappellerai tout le temps, on avait été convoqué par le directeur de la Sécurité sociale parce on faisait déjà des trucs un peu en marge de la légalité, quoi. Et puis, bien sûr, c'était Vignal qui devait y aller. Vignal, ce jour-là, il était à Paris. Il me dit, bah, c'est toi qui y vas. Mais c'est pas possible. Quand je me suis vu devant Pinjot, mais je me serais mis sous la table, mais c'est infernal. Ben oui, on n'avait pas d'habitude. Enfin, après, on prend de l'assurance par la suite. Hein. Moi, j'ai pris de l'assurance comme ça, j'ai appris sur le temps, quoi. J'ai pris de l'assurance un peu comme ça. Mais au départ, ben, je peux vous dire que je me suis trouvé en face de Pinjot. Alors, il avait la jaune au coin, machin. Il me regarde et puis, je vous écoute. Oh là là. Parce que moi je ne connaissais pas cette organisation d'un directeur de la sécurité sociale au niveau régional. Ah d'accord. C'était avant la DRAS que c'était... C'est la DRAS, oui. C'était la DRAS. C'était la DRAS, oui, oui. D'accord, ok. À cette époque-là, ils étaient rue de Créqui, même. Ah oui. Enfin, non, rue Vendôme. Mais pas loin de la CMR, hein, dans le coin, oui, ils étaient dans le coin là-bas. Ah oui. Mais c'était un bâtiment anonyme, quoi. Un bâtiment, ils avaient 2-3 étages, un truc comme ça, quoi. D'accord. Avant de déménager puis de venir là, à la Padeux maintenant. Oui. Hein. Et Ah, ouais. qu'est-ce qui vous reproche, enfin, quand vous l'avez rencontré, là, qu'est-ce qui vous reproche? C'est-à-dire, c'est toutes les décisions qu'on prenait en commission de recours gracieux, Oui. où on donnait satisfaction à des gars sur des prestations qui n'avaient pas droit, et on leur avait refusé un remboursement, ils contestaient et tout. Avant un recours gracieux, on acceptait, quoi. Ouais. On jugeait que c'était quelque chose de valable, quoi, et tout. Alors, on n'acceptait pas tout, mais on en acceptait beaucoup, quoi. Et en marge, disons, un petit peu de la légalité, quoi. Des textes, on marche un peu des textes, quoi. Mais c'est comme ça qu'on a fait avancer un peu le régime, quoi. D'accord. Entre les commissions de recours gracieux et puis le Fonds d'action sociale, on a essayé de combler des manques. Voilà, on a essayé de combler des manques. D'accord. D'accord, donc pour faire avancer les choses, vous avez dû vous mettre un peu dans l'illégalité. Hors la loi. Voilà. Oui, tout à fait. Et il n'y a que cette caisse-là ou il y en a d'autres en France qui ont fait pareil Oui, il y en a d'autres qui ont... Mais peut-être qu'on était quand même un peu en pointe, je crois, à Lyon. On était peut-être un peu en pointe. Je vous dis bien, et ils nous appelaient la Canam 2, parce que bien souvent, alors, il y en a qui servaient de nos exemples pour les reprendre après. Parce qu'on faisait des trucs et puis ils disaient, tiens, pourquoi pas nous? Et vous faisiez votre pub pour que ce soit su ou... Ben non, mais ça va vite. Boucharoy, il y a un pari, tous les présidents se rencontrent et tout. Oui. Et ça va vite, hein. Boucharoy, ça va vite. Là. Ouais, c'est sûr. On n'a pas fait de pub particulière, mais enfin.
C'est parce que vous étiez finalement les plus virulents en quelque sorte dans cette caisse-là par rapport à d'autres caisses et du coup vous avez fait plus d'actions un peu coup de poing. Voilà. D'accord, et donc ça a été médiatisé en quelque sorte et de ce fait-là ça a donné l'exemple à d'autres caisses. Voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Et puis après, on a... alors il y a eu quand même pas mal d'actions avec les ministères. Hein. Moi je sais que j'ai allé plusieurs fois au ministère, j'ai rencontré Edgar Faure, après, enfin tous les ministres qu'on a eus, je les ai pratiquement tous rencontrés. Un exemple, par exemple, Bérégovoy, il a été ministre des Affaires sociales, du Travail et des Affaires sociales, on l'a rencontré, et à cette époque-là, on avait une revendication qui était de dire les commerçants collectent la TVA, mais leur risque et péril est sous leur responsabilité, sans aucune indemnité, sans rien. Alors que par exemple, on prenait comme exemple les impôts locaux, vous avez vos impôts locaux et vous avez une charge administrative pour l'encaissement. Il faut rétablir ce truc-là et mettre ce truc-là, et au lieu de le donner aux commerçants, mettez-le dans les régimes sociaux. Et Bérégovoy, il dit, ah oui, c'est pas mal votre idée. Et tout, et enfin il capte quoi, je ne veux pas vous dire qu'il nous a pas donné d'accord, hein. Mais enfin il dit c'est pas mal, il nous avait écouté. Et quelques temps après, Bérégovoy était Premier ministre. On le rencontre, et bon, je lui rappelle ce truc-là. Non, il n'était pas Premier ministre, il était ministre des Finances, Oui, je crois. oui. Il était ministre des Finances. Oui. Et je le rencontre comme ministre des Finances, et puis je lui dis, vous vous rappelez, M. Bérégovoy, tel truc. Je dis, vous avez l'air d'approuver un peu ce truc-là. Il dit, oui, mais maintenant je le vois sous un autre prisme. Comme ministre des Finances, il le voyait pas de la même façon. Mais on a beaucoup intervenu auprès des parlementaires, auprès des ministres et tout, auprès du gouvernement. D'accord, donc du coup les directives qui ont été prises au niveau national, elles se sont appuyées sur un ancrage local finalement. Oui, beaucoup. Ouais. Oui. Beaucoup. Et comment ça se passe justement cet ancrage? Parce que la Caisse nationale, vous étiez représenté à la Caisse nationale, Oui. et du coup vous parliez de ça à la Caisse nationale, Oui. c'est par le biais de la Caisse nationale? Oui, souvent je dis, moi quand j'ai siégé, à partir de 78, moi j'ai siégé à la Caisse nationale, j'y étais pas avant, Ah oui. à partir de 78, mais souvent on était interpellés par les représentants du ministère des Affaires sociales ou des Finances, qui nous reprochaient un petit peu nos actions, quoi. D'accord. Mais autrement, moi, on a toujours très bien collaboré avec la direction régionale. Et que ce soit où j'ai vraiment beaucoup collaboré, c'est avec Mme Guigoz, Ah oui. Mireille Guigoz. On avait travaillé ensemble, on avait fait le premier SROS. Oui. Le premier SROS, donc je faisais partie du petit comité avec Rignot, qui était donc Oui. président de la CRAM. Oui. Et puis le préfet et elle, on s'est réunis, je ne sais pas combien de fois, à la préfecture, avec tous les quatre. Mhm. Oui, mais Guigoz, elle était vraiment... Moi, j'ai un souvenir phénoménal de Guigoz. Et ça, c'était donc en quoi? Ah c'était plus tard, là. Hein. 12, 93. Oui, je ne me rappelle plus. Oui. Alors, j'arrive à me souvenir des trucs, mais alors, j'ai pas de mémoire des dates. Hein. Si ce n'est que j'ai 2-3 repères, c'est un peu les élections, les périodes d'élection, quoi. J'ai un peu ces repères, mais autrement les dates, alors, moi, je suis nul là-dessus. Hein. J'ai aucun repère là-dessus. Et justement, en période électorale, est-ce que les politiques prêtaient pas une oreille un peu plus attentive à vos revendications? Oui, peut-être au début. Après, bon. Et comment vous arriviez à voir le ministre? Vous avez vu plusieurs fois Pierre Bérégovoy, vous avez vu Edgar Faure. Comment ça se faisait que c'était alors, je les ai vus en tant que représentant du Sidunati, avec une délégation Sidunati, je les ai vus avec la Caisse nationale. C'était pas toujours dans le même contexte, quoi. Et vous arriviez
à dissocier vos deux personnalités, c'est-à-dire d'un côté votre fonction de représentation et votre fonction d'administrateur. Enfin, c'était pas un peu compliqué? Non, parce que, bon, en principe, ils vous écoutent. Alors, ils vous écoutent, mais ils vous entendent pas. Hein. Mais en principe, ils vous écoutent, ils sont polis. Hein. Alors, il n'y a jamais eu d'affrontement, disons, dans des réunions comme ça, il n'y a jamais eu d'affrontement. On pouvait échanger des idées et tout. Ça s'est toujours passé de façon très courtoise. Y compris même avec le Sidunati, quand on était en délégation avec le Sidunati, ça s'est toujours passé de façon très courtoise, quoi. Alors on n'avait pas les mêmes points de vue, on défendait des trucs, ils n'étaient pas d'accord, alors bien souvent, on avait l'impression qu'ils nous avaient entendus, mais c'était pas suivi des faits, quoi. Mais disons que non, là, il n'y a jamais eu d'affrontement, disons, dans ces négociations. D'accord. C'était courtois, D'accord. toujours, ouais. Et jamais eu de confusion de statut entre ces différentes étiquettes, non? Non. Ben, on a toujours essayé de rester apolitique, quoi. Hein, donc, et moi, c'était mon truc, c'est ce que j'ai toujours dit. Pour moi, les gars, ils sont élus. On a affaire à l'élu. On n'a pas affaire à un représentant des socialistes ou de l'UMP ou des trucs comme ça. On a affaire à un élu. Et voilà, et on fait avec l'élu qui est là, quoi. C'est la démocratie. Hein. Et moi, par contre, ils sont pas tous comme ça. Il y a 3-4 ans, là, juste avant que j'arrête, on avait fait un mouvement comme ça, j'avais rencontré tous les parlementaires de la région, enfin tous, beaucoup quoi. Et je me rappelle une fois, on était parti dans l'un avec celui qui est président maintenant, la Villard. On était parti, on avait rencontré le sénateur de, comment dirais-je, de Miribel. C'était donc un socialiste, le sénateur maire de Miribel. Hein. Je ne me rappelle plus de son nom, mais fort sympa d'ailleurs, impeccable. Et après, on était allé voir de la Verpillière, le député donc à Lagneux. Et quand on lui dit, ben, on vient de chez machin, oh, il me dit, ben, vous allez voir n'importe qui et tout. Ben, mais c'est le seul qui m'a fait cette réflexion. Je dis, mais moi, non, je ne suis pas allé voir monsieur un tel socialiste, je suis allé voir un sénateur. Et puis voilà. Mais c'est d'ailleurs le seul qui m'a fait cette réflexion parce que j'ai rencontré tous les bords, jamais. On leur a dit qu'on rencontrait tous les parlementaires, donc ils l'acceptaient très bien. Il n'y a que de la Verpillière qui m'a fait cette réflexion. Mais c'est pas facile hein, de rester complètement apolitique et de rester vraiment neutre. Hein. Bah, enfin, encore moins aujourd'hui, quoi. Ouais. C'est pour ça que disons, on a eu aussi quelques problèmes. Une époque, il y avait des gars du Front National qui se sont infiltrés chez nous. Ah oui. On a même eu un gars qui était au bureau national et qui a été élu comme conseiller régional au Front National. Et du coup, ça vous a créé quoi comme problème? Disons que ça crée des problèmes. Moi d'ailleurs, quand j'y suis allé après lui là, au Conseil économique et régional, j'y ai siégé pendant 2-3 ans. Ben, tous les gars ils pensaient que j'étais au Front National aussi. Les gars du Sidunati sont tous au Front National, voilà ce qui s'était fait. Mais non, il y en avait un qui malheureusement s'était infiltré, mais voilà, mais ça vous file sans l'étiquette, quoi. Et c'est comme ça que c'est parti un petit peu, avec ces anciens jadis, ces trucs, les gars du Front National qui sont rentrés et tout. Alors, je vois dans les réunions, on avait souvent dans des réunions un peu populaires qu'on faisait comme ça, on avait souvent des réflexions racistes quand même. On avait souvent quand même. C'est vrai que le milieu indépendant, c'est assez bourgeois, c'est assez. Hein? Oui, je me souviens de CRA justement quand j'étais stagiaire à la CMR, où il y avait des réflexions de certains, hein, qui étaient. Bon, mais il y en a partout. Hein. Oui, voilà. Mais enfin, moi je sais qu'après, comme j'ai pris la présidence, après, j'ai essayé vraiment au conseil, il n'y avait pas de politique. J'ai dit, là, terminé. Sitôt qu'il y en avait un qui faisait une allusion à n'importe quoi, je dis, on n'est pas là pour ça, arrête, on n'est pas là pour ça. Et j'avais réussi, disons, et puis je crois que ça continue maintenant aussi, hein, à
dire, on n'est pas là pour faire de la politique. De la politique politicienne, on fait de la politique, on en fait tous. Hein. Mais disons que la politique politicienne, c'est pas du tout le style. Il faut rester au-dessus de tout ça. Parce qu'il faut être là, quels que soient les gouvernements en place, quelles que soient les majorités en place, il faut être là, quoi. On est là, quoi. Donc on fait avec les élus, mais c'est tout. Hein. On fait avec les élus. Mais on avait eu des problèmes dans les manifestations assez importantes qu'on avait fait. C'était l'avenue de Giscard d'Estaing à Lyon. L'avenue de Giscard d'Estaing à Lyon, on avait été manifesté au Palais de la Foire. Manifesté, enfin pas pacifiquement, quoi. On avait peut-être bien pris 2-3 coups de matraque par là un peu, mais tout ça. Et le soir, à cette époque-là, il n'y avait pas ça là, c'était à Bron. Et il décollait à Bron. Le soir, on a des gars chez nous, on était là-bas tous à Bron, on a des gars de chez nous qui sont allés tirer un feu d'artifice sur la piste. Et son avion, il est parti avec 2 heures de retard. On avait des pétards de feu d'artifice, et ils sont mis sur la piste. Alors le temps qu'ils fassent venir les forces de l'ordre, tout le truc et tout, et puis après qu'ils regardent s'il n'y avait pas des bombes ou des trucs, ou n'importe quoi, qu'ils fassent le truc, il est parti 2 heures après Giscard. En fait, à l'époque, les actions, elles étaient plutôt bon enfant, voilà, par rapport à maintenant, où voilà. c'est... Non mais le problème, c'est que je dis, moi, dans ces manifestations, il vaut mieux être la victime que l'agresseur. Oh, l'agresseur, on fustige l'agresseur. La victime, on a plutôt tendance à le soutenir, quoi, à soutenir la victime, quoi. Alors donc, on faisait des manifestations comme ça, mais on n'est jamais allé avec des armes ou des trucs comme ça, quoi. On n'est jamais allé, on était... Bon, bah alors, il y avait des femmes, des enfants, des fois avec nous, hein, dans les manifestations, donc c'était pas des manifestations, on n'y allait pas pour se battre, pour démolir quelque chose ou quoi que ce soit. Et vous avez parlé tout à l'heure du président de la caisse vieillesse là, qui avait été abandonné Oui. À Vaux-en-Velin. C'était dans quel contexte que ça s'était fait? C'était un peu... là, c'était tout à fait au début, hein. C'était vraiment le début. C'était un peu les revendications, quoi. Le truc, et contre le régime. Et il était président, donc, de la CMR provisoire, quoi. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, c'est dans ce sens-là. Mais disons que, moi, je sais qu'après, on avait fait une meeting une fois au Palais des Sports. On l'avait invité à venir prendre la parole. Ah oui. Et je dois reconnaître que le père Pau, c'était quelqu'un de courageux. Oui. Oui. Il était venu. Et il était venu. Oui, il était venu. Mais par contre, là, on lui a donné la parole. Et alors, il y a peut-être bien quelques gars dans la salle qui ont sifflé un peu, mais disons qu'il était protégé et tout. On ne l'aurait pas agressé derrière. Il est venu librement, il est reparti librement. Et il a eu la parole, disons, à la tribune. Oui, c'était assez quand même. Sympa. C'était assez bizarre, quoi, disons, qu'il y avait des moments de violence, puis des moments. C'était des coups de chaud. Par contre, je me rappelle, c'était pour des élections présidentielles. À quelle époque? Au Palais des Congrès à Lyon, au Palais des Sports. Il y avait Chaban-Delmas qui était venu, qui était candidat à cette époque-là. Je ne me rappelle plus à quelles élections c'était. Chaban-Delmas. Et on y était allé pour manifester à cette époque-là, et on était, je sais pas moi, des centaines à entrer là-bas au Palais des Sports, quoi. Et quand ils sont arrivés, qu'ils sont montés à la tribune, on s'est mis à siffler, à machin et tout, à vociférer et tout, ils ne pouvaient pas prendre la parole ni rien. Par contre, on a ramassé, là on a reçu, par le sac. Ah oui, d'accord. Ah oui, il y avait le sac à cette époque-là. Et là, c'était les polices parallèles, quoi. Oui. Service d'action civique avec le grand patron, c'était Pasquale, hein, le grand patron du sac. Et à Lyon, c'était Schneebele, là, à Lyon. Schneebele qui était le patron. Ah oui, d'accord. Ouais. Et le sac, ils étaient... Par contre, là, c'était eux, ils étaient là pour se battre, ils avaient des matraques, ils avaient des trucs et tout. Et on a reçu, moi je me rappelle, là je me suis battu comme un chien, là. Je suis rentré chez moi, j'étais déchiré, la veste partagée en deux, plus de cravate, la chemise déchirée, le truc et tout. Ouais. Et c'était la seule manifestation vraiment violente? Mais là on a été agressé. Alors nous on a agressé verbalement, on a fait du chahut.
on a chahuté pour pas qu'ils prennent la parole, pour pas aussi, pour pas être là, mais on a reçu, et heureusement, les CRS sont arrivés, et les CRS, ils ont tapé un peu sur tout le monde. Ouais. Mais ils tapaient quand même plus fort sur le gars du sac que sur nous. Non, parce qu'il y avait quand même la police parallèle avec la police, c'était pas du tout... Ouais. Et je vous dis, là, c'était des gars de la police parallèle, quoi. Ouais. Hein? Ouais, le sac, ils ont essayé aussi de nous infiltrer, tout ça, le sac, oui. Ça faisait partie de... Et comment vous faisiez, comment vous vous rendiez compte de l'infiltration? Malheureusement, souvent on s'en rendait compte après, quoi. Ah oui. Quand on avait des trucs qui... Mais c'est vrai que c'était ouvert, quoi. Tout le monde venait, on faisait des manifs, tout le monde pouvait venir, c'était ouvert. On ne demandait pas de carte ni rien, alors tout le monde pouvait venir. Et on se rendait compte après que certains, vu leur attitude ou n'importe quoi, ils étaient peut-être pas là pour la même cause que nous, quoi. Mais c'était pas facile de faire le tri, hein. C'était pas facile. Ah oui. On a vu un gars là, sur Lyon là, qui avait essayé de prendre la tête du mouvement à Lyon. C'est un ancien légionnaire qui avait aussi, qui faisait partie du SAC et du truc comme ça, quoi. Colonel, je crois qu'il était... Enfin, il se faisait appeler colonel, je ne sais pas s'il était vraiment colonel, dans la Légion. Oui, donc leur but, eux, c'était plutôt de rendre un mouvement pacifique, de le rendre un peu plus voilà. violent pour... Oui. D'accord. Je pense qu'on peut passer sur le rôle du président, enfin, le rôle que vous avez pu avoir en tant que président, sur la fonction de président en tant que tel. Le problème, alors localement, comme président de la CMR, il faut faire la politique du conseil, quoi, des trucs comme ça, et tout, et on essaye de donner des orientations, des trucs comme ça. Mais moi, je suis toujours parti du principe que malgré tout, c'est le patron de la caisse, c'est quand même le directeur. Le président, j'y allais 2-3 fois par semaine, j'y passais quelques heures, comme ça, ou n'importe quoi. Mais je me rappelle avec Deschamps, que vous avez bien connu, mais Deschamps, il est admirable. Et si j'ai quelques connaissances dans ce truc-là, c'est à lui que je le dois. Hein. Mais avec Deschamps, on discutait des fois le soir jusqu'à 8h, 8h30, 9h. Mais Deschamps, et puis je lui disais, alors il me disait, ça serait pas il me parlait d'un truc, et il me disait, ça serait pas mal si on arrivait à faire comme ça, quoi. On discutait quand même un peu politique, quoi. Mais il poussait pas, mais il mettait des idées. Puis alors je le revoyais après, je disais, oui, il faudra qu'on fasse un truc comme ça et comme ça. Et après, Deschamps, il faisait croire que c'était moi qui avais eu l'idée. Il faisait croire que c'était moi qui avais eu l'idée. Alors c'était lui qui l'avait eu. Mais il était subtil, il faisait croire que c'était moi qui avais eu l'idée. Il me disait, c'est pas mal ce que vous avez suggéré. C'était lui qui l'avait fait. Oui. Enfin, tout du moins, j'avais repris. On était complices, hein. J'étais d'accord, on était complices. Mais il faisait croire que c'était moi qui l'avait suggéré, quoi. Mais malgré tout, si vous voyez, dans l'administration de la caisse, moi, je ne me suis jamais mêlé de l'administration de la caisse. J'ai eu toujours des très bons rapports avec tout le monde, avec les directeurs, les agents comptables et tout comme ça. J'ai eu toujours de très bons rapports, y compris d'ailleurs avec les chefs de service, quand on était en commission d'amiable ou en commission d'action sociale ou des trucs comme ça, c'était des chefs de service un peu qui venaient j'ai toujours travaillé avec eux, mais sans jamais m'imposer, quoi. C'est eux qui étaient les patrons de leur service, quoi. Et si vous n'étiez pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils faisaient, qu'est-ce que ça n'arrivait pas? Disons que si vous voulez, moi, je dis l'unanimité, ça n'existe pas bien. Mais moi, j'ai cherché toujours le consensus. Oui, et puis négocier, puis reconnaître de temps en temps que j'avais pas toujours raison non plus. Et moi disons qu'en conseil d'administration à la CMR, on n'a pratiquement jamais voté sur des trucs. On discutait jusqu'à ce que tout le monde admette
Et il y avait un consensus, on n'était pas obligé de dire tiens, on y met au voix, il y en a 8 pour, il y en a 7 contre, et des trucs, on ne savait pas, c'était plutôt le consensus, quoi. Fonctionner comme ça. Et ça marche. Alors vous aviez des séances très très longues alors. Ah oui. Alors il y en a qui me le reprochaient d'ailleurs. Ils me le reprochaient d'être trop pédagogue, si vous voulez, de trop expliquer les trucs. Mais moi j'étais frustré s'il y avait un gars qui sortait qui n'avait pas compris. Ouais. Alors bon, tout le monde n'a pas le même degré de compréhension, il y en a qui comprenaient tout de suite. Puis ils me disaient, mais arrête ton discours, il y en a marre. Mais je me rendais compte qu'il y avait des gens qui n'avaient pas compris. Oui. Mais disons, ça j'ai toujours fait, mais disons avec la complicité de mon directeur. Hein. J'ai toujours été complice avec, soit avec Deschamps, soit avec Combe qui a eu derrière. Et puis j'ai eu quelques problèmes un petit peu quand on a créé le RSI avec Blondeau, qui était, parce qu'il était directeur de la Cancava et il a été nommé directeur du RSI au départ. Et il a voulu un petit peu imposer la façon de faire qu'il y avait à l'UPA, qu'il y avait à la CAPE, enfin à la CAPA, qui était donc qui était sous contrôle de l'UPA et tout, et là il a voulu un petit peu. C'est ce qui fait que là j'ai eu quelques petits problèmes avec lui. Mais enfin, ça a toujours été courtois, il n'y a jamais eu d'envolée ou de trucs comme ça, mais je l'ai contrarié quand même souvent, quoi. Et ça, c'était les relations entre la caisse locale et la caisse nationale? Non, intérieure. Là. Ah, oui. C'était au RSI Oui, au RSI. Le premier mandat tout de suite, en 2006, je crois. Oui, c'est en 2006. Ouais. Hein. Mais du coup, après, il a pris sa retraite. Il est resté 2 ans à peu près, il a pris sa retraite. Comment vous répartissiez les tâches, vous, par exemple, en tant que président, et le directeur, comment c'était codifié? Non, mais les tâches, c'était lui qui les appliquait. Hein. Oui. Alors on en discutait. Et je vois, y compris avec ma Mini, donc, qui est venue, d'ailleurs, que j'avais embauché contre l'avis de la Caisse nationale et tout, qui voulait à tout prix me refiler un gars qui venait de Paris, qui était à la Caisse nationale. Alors il voulait me refiler surtout parce qu'il voulait s'en débarrasser. Mais le directeur national et puis le président national, ils m'ont insisté, ils m'ont branché et tout, il faut que tu le prennes, faut lui, toi il est du régime, il connaît le truc et tout. Et puis moi je le connaissais aussi, je le connaissais bien, et je me rendais compte que ça n'aurait pas fait entre nous, quoi. Oui. Et heureusement que vous saviez. Là. Ben oui, je le connaissais bien. Et c'est pour ça, et là, donc j'avais recruté ma Mini. Donc, mais j'ai pas eu à m'en plaindre, hein. Enfin, malheureusement elle est partie maintenant. Ouais, c'est bien pour elle. Hein. Ouais. Ah bah tiens, je vais manger chez elle dimanche. Oh bah c'est bien. Elle m'a invité à Chambéry. C'est bien. Oui, vous aviez, en tant que président, vous aviez qu'une fonction de représentation, si je puis dire. Enfin, pardon ? En tant que président, votre fonction c'était la représentation. Et oui, voilà. Lui, il faisait tout. Et vous aviez votre mot à dire si vous n'étiez pas trop d'accord avec ça. Disons que le problème, c'est ce qu'il y a maintenant, l'inconvénient qu'il y a, le nouveau président qui m'a remplacé, là, qui est un bon copain, qui est bien. Il est maire de Jon d'ailleurs. Ah oui ? Oui. Il est bien. Malheureusement, il ne siège pas à la Caisse nationale. Et c'est un manque. Parce que moi, je siégeais à la Caisse nationale. Donc je faisais partie de certaines commissions, en particulier j'étais président de la commission de la CEP7, commission de, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire, c'est technique, quoi. C'est là dans cette commission on travaillait tous les projets pour faire avancer le régime. Durant du temps que j'y étais, on a travaillé sur les conjoints collaborateurs, sur les indemnités journalières. Et puis j'ai beaucoup travaillé sur la fusion des caisses de retraite artisans et commerçants. On a beaucoup travaillé là-dessus dans la commission. Et puis moi, disons, si vous voulez, j'allais à Paris, on avait des réunions le matin, et l'après-midi, je traînais dans les couloirs. Ah, oui. Et j'allais voir tout le monde un peu à droite, à gauche et tout. Alors, des fois, je ramassais plus d'informations dans les couloirs que pendant les réunions.
Mais j'étais assez bien que ce soit avec les directeurs, avec l'agent comptable, M. Perrault, j'étais bien avec lui. Et puis les chefs de service, des trucs comme ça, quoi. On avait eu M. Humann, là, qui est comme directeur adjoint à la Caisse nationale des salariés maintenant. Ah oui. On l'avait eu qui s'occupait des problèmes de santé. Avec Humann, on se téléphonait toutes les semaines, on avait toujours des trucs à échanger, quoi. Mais j'avais beaucoup d'informations de la Caisse nationale, et c'est ce qui manque maintenant. Je vois mon collègue, là, il est super bien. Hein. Là, bon, je me fais un peu la main pour qu'il prenne la suite, quoi. Et donc, je ne regrette pas du tout. Mais malheureusement, il ne siège pas à la Caisse nationale. Et il n'a pas ces informations, disons. Ça manque un peu. Comment ça se fait? C'est un choix de sa part? Disons que là, il y a des choix politiques. Quand c'est le moment de désigner, il y a une place de président, et puis il y a 2 places de représentants à la Caisse nationale. Et entre les différents mouvements, il a fallu partager, quoi. Alors lui, il a pris la présidence, mais manque de peau, il a abandonné, si vous voulez, un peu la représentation à Paris, quoi. D'accord. Il y avait moi, toutes les fois que je me suis présenté, disons que sur les trucs et tout, j'avais une majorité. Et là, lui, il ne l'avait pas. Il était le plus fort, si vous voulez, comme représentation, mais avec le Cincinnati, mais il n'avait pas la majorité absolue. Moi, j'avais la majorité. J'étais relativement tranquille, quoi. Ce qui n'empêche pas que j'avais quand même désigné comme vice-président un gars de l'UPA et qui montait à Paris avec moi. Hébron. Vous avez dû entendre parler d'Hébron, non? Bon, pourtant, il est partout. La chambre des métiers, il est partout. Hein. Bon. Mais enfin, il n'est plus là maintenant, il est parti en Charente, c'est son pays d'origine. Et est-ce que votre rôle de président, on n'a peut-être pas fini sur les relations locales, mais votre rôle de président a-t-il évolué depuis le début, depuis votre premier mandat jusqu'au dernier? Alors, évoluer dans un sens interne, peut-être, oui. Bon, après un peu plus d'assurance, de trucs comme ça et tout. Et donc là, oui. Par contre, si vous voulez, moi, ce que je regrette, c'est que il y a de moins en moins, les administrateurs sont pris en considération. Maintenant, c'est l'administration. Hein. Moi, j'ai siégé à la DRAS, par exemple, dans des commissions comme le CROSS, le truc comme ça, c'était le comité d'organisation sanitaire et sociale qui décidait, disons, toutes les... Enfin, qui décidait pas, qui donnait son avis. Qui donnait son avis sur toutes les installations, disons, de chirurgie, de scanners, d'IRM, de trucs comme ça, des caméras à scintillation, tout un tas de trucs et tout, qui donnait son avis là-dessus. J'ai siégé dans cette commission. Maintenant, il y avait la DRAS, maintenant il n'y a plus de DRAS, il n'y a plus rien. C'est l'ARS, et l'ARS, c'est tous des fonctionnaires. Enfin, j'appelle des fonctionnaires, c'est pas des fonctionnaires, mais c'est tous des administratifs, disons. Ouais. Et le directeur de l'ARS, il est nommé en Conseil des ministres. Il a un rang de préfet, quoi. Et c'est lui le patron, et c'est terminé. Mais les administrateurs, j'ai siégé à peine, mais pas longtemps, parce que j'ai démissionné après. Enfin, je ne me suis pas représenté. Mais j'ai siégé dans le comité de surveillance de l'ARS. Ah oui. Et avec tout un tas, enfin, il y avait des représentants de la sécurité sociale, il y avait des administrateurs et tout. Mais on n'a pas la parole. Alors, ils vous soumettent les comptes et tout comme ça et tout, vous devez donner votre avis, mais c'est toujours la même chose, c'est un avis, ils en font ce qu'ils en veulent, mais je me rappelle, moi, une fois, avec moi, j'avais un gars du régime général, et puis qui dit, mais on va vous proposer, voilà, moi, je vous propose ci et là et tout. Le préfet lui a coupé la parole en disant, vous n'êtes pas là pour faire des propositions, vous êtes là pour entériner ce qui s'est fait. Mais vous n'êtes pas là pour faire des propositions. Voilà où on s'en réduit les administrateurs, disons. Maintenant, c'est terminé, hein, on n'a plus la parole nulle part. Alors, avant, on se prononçait sur des installations de cliniques, de trucs, tout ça. Remarquez, je vais vous dire, j'ai un exemple flagrant, c'était Durousset, qui était directeur à cette époque-là de la clinique de Saint-Étienne. Après, il a pris du galon et tout, mais à cette époque-là, il était directeur de la clinique de Saint-Étienne. Et il voulait installer une caméra à scintillation et tout pour faire des explorations. Mais dans les textes, pour faire ces explorations,
il fallait avoir un service de chirurgie cardiaque s'il y avait un problème pour pouvoir transférer le gars en chirurgie cardiaque. Et il n'avait pas de chirurgie cardiaque. Donc, mais il fait la demande quand même pour avoir cet appareil. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Je ne sais pas si c'est pas une caméra, scintillation ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne suis pas certain du tout. Il fait sa demande au comité régional, là, rejet à X euros au moins 2 les représentants des établissements privés, qui s'étaient abstenus d'ailleurs. Ils n'avaient pas voté pour, ils s'étaient abstenus. Et donc, rejet par le directeur régional, il fait appel à la commission nationale, le CNOS. J'en faisais partie aussi. Donc, sur le plan national, il fait appel au CNOS. Au CNOS, la même chose, le comité se prononce contre. Pratiquement à l'unanimité, il n'y avait que 2 ou 3 voix de libéraux qui l'avaient soutenu, quoi. Mais une énorme majorité. Et on se mit le truc et tout, et un mois après, le ministre il prend un arrêté qui lui autorise son truc. Toutes les commissions étaient contre, mais le ministre il a signé le truc. Et il l'a vu. Ouais. C'est comme lui, là c'est le premier qui a appelé son truc hôpital privé. Le terme hôpital était interdit. C'était clinique, et hôpital c'était réservé au public. C'est le premier qui a appelé son truc hôpital privé. Ils ont fait des procès, des trucs comme ça, et maintenant ils s'appellent tous hôpital privé. Hein. Regardez à Montplaisir, machin et tout, c'est tous des hôpitaux privés maintenant. C'est passé dans les mœurs, mais ça c'est Durousset qui a lancé le truc là-dessus. Ouais. Mais je vous dis, mais les administrateurs maintenant, ils sont complètement. Il n'y a plus rien à voir. Hein. Plus rien à voir. Ils sont complètement squeezés. Oui, c'est concomitant à un retour de l'État, une mainmise de l'État dans le domaine de la santé de manière générale. Et puis... mais je pense que moi je connais le problème sur le problème de la sécurité sociale, mais c'est dans beaucoup de domaines où c'est comme ça. Hein. Il y a dans beaucoup de domaines où on a des directeurs maintenant, si vous voulez, des directeurs de caisse locale. Je dirais, ils n'ont aucune marge de manœuvre. Ils ont des directives, ils sont réunis 2 fois par mois à Paris. Et pas, on leur dit voilà, c'est comme ça, vous faites comme ça, et tout, et tous les plans, les trucs et tout, toute l'informatique et tout, c'est national, c'est tout dirigé, c'est tout, et vous n'avez aucune manœuvre. Et c'est ce qui fait qu'on a eu tant de problèmes avec notre informatique. Nous. Puis c'est pas fini. Comment vous expliquez ces problèmes d'informatique du RSI alors ? Ben, disons que le problème qu'il y a eu, c'est qu'ils nous ont obligés, dans les ordonnances, quand ils ont pris pour créer le RSI, oui. Ils ont obligé le RSI à collaborer avec l'URSSAF pour l'encaissement des cotisations. Oui. Et on a 2 systèmes informatiques qui sont totalement incompatibles et qui ne communiquent pas. Alors ça a créé des problèmes phénoménaux. Alors au départ, des problèmes phénoménaux. Des gens qui ne recevaient pas d'appel de cotisation, des autres qui les recevaient 2 fois, des trucs comme ça, des gens qui avaient payé. Mais alors, c'est la caisse d'URSSAF qui est chargée des encaissements, mais c'est le RSI qui doit faire le contentieux. Alors, ça ne peut pas marcher ce truc-là. Mais c'est comme ça dans les textes, ça s'est imposé. C'est les ordonnances qui l'ont imposé comme ça. Et là, ça ne peut pas marcher, et ça n'a jamais marché. Et ça ne marche toujours pas. Enfin, ils ont amélioré, maintenant ils ont fait des passerelles, ce qu'ils appellent des passerelles entre les 2 régimes. Ils ont amélioré, mais disons, c'est pas normal. Il y a encore des dossiers qui sont traités à la plume. Ouais. Il y a encore des dossiers qui sont traités à la plume. Par exemple, maintenant, les liquidations de retraite, ils en sont, je ne sais pas combien qu'ils ont à Lyon, de milliers de trucs à qui ils ont versé une retraite provisoire, un acompte provisoire. Ils sont incapables de leur liquider leur retraite directement. Ils n'arrivent pas à faire, avec toutes les périodes, tous les régimes et tout, ils n'arrivent pas à coordonner tout ça, et alors ils leur versent un truc provisoire. Mais comment ça se fait qu'il y a cette inertie ? Ben ça nous a été imposé par les pouvoirs publics, hein, et on doit ça en grande partie à un IGAS, un célèbre, qui a fait son rapport avant la fusion, quoi. Et nous, en Caisse nationale, je me rappelle, on était absolument opposés
travailler, confier à l'URSSAF le truc, on disait on est capable de le faire, l'encaissement, pourquoi on le confierait à l'URSSAF? On le faisait en assurance maladie et on le faisait en retraite partout, donc pourquoi on va le confier à l'URSSAF? Et puis un dernier sort quand c'est sorti, on avait demandé, nous au lieu de le mettre en place le 1er juillet 2006, on avait demandé au moins 1 an de prolongation pour faire une expérience dans une caisse. Ils n'ont jamais voulu, ils ont refusé complètement. Les pouvoirs publics, hein, parce que on fait des propositions, même à la Caisse nationale on fait des propositions, mais en définitive, c'est même pas le ministre à la limite, c'est la direction de la sécurité sociale. À cette époque-là, c'était Libaud. Oui. Ouais, à cette époque-là, c'était Libaud qui est maintenant à Saint-Étienne. Là. Oui. Et puis maintenant, je crois que c'est Paton. Non. Faton. Faton, oui, voilà. Et vous savez pourquoi ils n'étaient pas d'accord? Enfin, il y a forcément une raison. C'est tout centralisé. Alors, soi-disant que le problème, l'URSSAF est beaucoup plus efficace pour l'encaissement. Alors, c'est vrai. C'est vrai que, moi je vais vous dire, en termes de pourcentage, l'URSSAF, par exemple, quand ils vont encaisser les cotisations des hospices civils de Lyon, ils vont encaisser je ne sais pas combien de milliards, ils ont un truc à faire, ils ont un virement à faire, c'est tout. Des travailleurs indépendants, il y a des milliers de travailleurs indépendants qui sont pour des petites sommes, pour arriver à faire la somme de ce que verse un organisme chez eux. Alors bien sûr qu'en pourcentage, ils ont des résultats bien supérieurs. Et tout, donc ils sont partis du principe que, et puis là, comme ça, ils disposeraient de l'argent plus vite. Avec l'URSSAF que s'ils le laissaient faire par nos régimes, où on est beaucoup plus souple sur des délais de paiement, sur des trucs comme ça, on est beaucoup plus souple dans nos régimes que l'URSSAF. Alors ils sont partis en disant, l'URSSAF, comme ça tombera, et puis voilà, quoi. Je crois que c'est la réflexion qu'ils se sont fait. Sans voir les conséquences, sans voir comment on allait le faire. Hein. Parce que c'est bien beau, mais les gars dans les ministères, ils sont pas sur le terrain. Hein. Eux, ils décident un truc en disant c'est joli, mais après il faut y appliquer. Et pourquoi ils n'ont pas créé un service informatique qui soit compatible avec celui de l'URSSAF? Disons qu'on avait, nous, on avait un service informatique, déjà qui était le système, je ne me rappelle plus de son nom. On avait déjà mis je ne sais pas combien d'années pour le mettre au point. Parce que c'est quand même sérieusement compliqué. Alors maintenant, et c'est ce qu'on a demandé nous, tout de suite en 2006, c'est de dire il faut mettre un système informatique, il faut complètement changer notre système informatique de façon à ce qu'on puisse travailler tout. Mais ça coûtait trop cher, c'était pas possible. Alors ils ont fait des passerelles, des trucs comme ça. Et alors maintenant, ça existe depuis 2006 et ça existe surtout depuis 2008 parce qu'en 2006 on a créé le RSI, mais c'est depuis le 1er janvier 2008 qu'il y a l'ISU. C'est l'interlocuteur social unique, l'ISU, donc pour encaisser les cotisations. Et tout de suite, nous, on a réclamé, enfin sur le plan national, sur le plan local, mais sur le plan national, on a réclamé qu'on ait un système informatique et tout. Ça n'a jamais marché. Et les parlementaires et des trucs, il y a 1 an ou 2 qui s'en sont rendus compte et qui sont montés. Alors ils ont créé des commissions, maintenant des trucs comme ça pour étudier. Ils ont créé une commission parlementaire. Alors pour le moment, ils n'ont encore pas fait leur rapport. Moi j'ai lu quelques passages de leur pré-rapport, un truc comme ça. Mais 10 ans après, ils s'en sont rendus compte. C'est ça le problème. Alors maintenant, peut-être. Alors il paraît qu'ils doivent y faire bouger. Mais on a perdu 10 ans là, à pinoyer avec des passerelles, avec des trucs comme ça informatiques. C'était une catastrophe. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas question de revenir sur le fait que ce soit l'URSSAF qui encaisse. Là, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas en entendre parler. Puis en prétendant que n'importe comment, maintenant, on en sera incapable. Et à la limite, c'est vrai. Puisqu'il y a 10 ans qu'on ne le fait plus, nos outils ne sont pas adaptés, quoi. Et à la limite, c'est vrai, si nous disaient vous faites l'encaissement de marge, on en est incapable. Le régime, on en est incapable. Les outils sont plus adaptés, quoi. Comme il y a 10 ans qu'on ne le fait plus. Et justement, tout à l'heure, vous parliez de la contestation qu'il y avait pu avoir au tout début de l'entretien.
du fait qu'elle était assez virulente, assez structurée, enfin pas structurée, mais en tout cas elle mobilisait beaucoup. Aujourd'hui, avec le RSI, on a un peu une espèce de grogne qui est en train de monter. Est-ce que vous, par rapport à votre expérience, vous voyez que c'est des signes le problème, si vous voulez, c'est pas le même fondement. Disons que nous, on est plutôt parti de nos revendications quand on a dit on veut améliorer les prises en charge. Et maintenant, là, eux, c'est payer les cotisations. Ils n'ont pas de problème, ils ne revendiquent rien sur la prise en charge, mais c'est le problème que les cotisations sont trop chères. Alors bien sûr que le problème, dans le temps, vous payez la caisse de retraite, on payait les allocations familiales et tout à l'URSSAF, et on payait la caisse maladie. Vous payez en 3 fois, c'était toutes des cotisations. Alors, il y en a, elles étaient semestrielles, il y en a qui étaient trimestrielles et tout, et le gars, il avait souvent à sortir, mais des sommes modiques. Maintenant, ils ont tout regroupé. Et quand il reçoit, au début de l'année, quand il a son échéancier, par exemple, s'il veut payer par mois, il reçoit son échéancier, il reçoit l'intégralité des cotisations pour l'année. Ça fait une somme phénoménale. Et puis alors, ils partent du principe, disons si vous voulez, qu'il y en a qui disent c'est 50% de mes revenus. Alors, oui, par exemple, un gars qui a 10 000 euros de revenus, je cite un chiffre comme ça, 10 000 euros de revenus, c'est vrai qu'il va avoir 5 000 euros de cotisation. Pas tout à fait, mais 40 ou 45 000, c'est 42 ou 43%, un truc comme ça, des revenus. Alors, il a 10 000 euros de revenus, il a 43 000. Il dit, il ne me reste plus que 5 000 euros pour vivre. Non, il lui reste 10 000 euros parce que les cotisations sont déductibles des revenus. Et quand il a 10 000 euros de revenus, on a déjà enlevé sa cotisation. Mais ça ils ne veulent pas l'admettre. Ils disent, j'ai 10 000 euros de revenus, on m'en prend 4 500 pour mon truc. Non, il a 15 000 euros de revenus. Et on lui en prend 5 000, quoi. Enfin, j'arrondis. Ouais. Mais c'est qu'il a 15 000 de revenus bruts. Donc c'est vrai qu'après il lui en reste 10 000. Mais il lui en reste 10 000, il lui en reste pas 5 000. Mais ça, alors il tombe sur ce fait en disant, il pique la moitié de mes revenus. En définitive, c'est pas ça, quoi. Mais il part là-dessus, quoi. Mais bien sûr que ça fait des sommes phénoménales. 42 ou 43%, hein. Le gars qui a un revenu de, je sais pas, bon, maintenant de 20 ou 30 000 euros par an, c'est quand même la moyenne, je crois d'ailleurs, des revenus chez les commerçants, elle doit être de 25, enfin, bon, quand j'ai arrêté il y a 3 ans, quoi, elle devait être de 25 ou 28 000, quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que quand tu reçois une cotisation comme ça fait mal, quoi. Ça fait des grosses sommes. Mais voilà le problème, si on veut avoir une retraite un jour, ou si on veut, hein, si on veut être couvert, moi c'est ce que je dis, à titre personnel, j'ai payé pendant 30 ou 40 ans, je sais pas bien pourquoi. Maintenant je sais pourquoi, parce que ça fait 3 ans que j'ai fait des stages à l'hôpital et des trucs comme ça et tout. Et ben, s'il avait fallu que je les sorte, il fallait vendre la baraque. Non mais franchement, mais ça, en principe, les gars, c'est des jeunes. Ils diront, nous, on n'en a pas besoin, on s'en sert pas, on ne demande rien, on réclame rien. Pourquoi on payerait, on réclame rien? Ben, ils ont la chance d'avoir la santé, et tant mieux pour eux. Moi, je souhaite qu'ils payent toute leur vie, qu'ils n'en aient jamais besoin. Mais la solidarité, c'est difficile à ancrer. Hein. C'est difficile à ancrer. Hein. Mais moi, je reconnais que si j'avais pas été dans le coup, je serais peut-être comme eux. Hein. Mais étant dans le coup, vous voyez, bah, moi, sitôt que j'ai déclaré ma femme comme cotisante volontaire, j'ai même pris le complémentaire pour moi, le complémentaire pour elle, quoi. J'ai pris le maximum, quoi. À cette époque-là, mais parce que j'étais au courant, mais combien de collègues à qui j'ai expliqué la situation, puis je leur ai dit, tu peux faire comme ça, et tout. Mais les gars, oh la retraite, on n'y arrivera jamais, le machin et tout, et ben voilà, c'est ça, voilà ce qu'on entend. Moi, je me rappelle quand j'étais encore aux affaires, là, ben, les gars, ils viennent te trouver, ils ont 55 ans, ils disent, dis donc, je sais que la retraite, je ne vais pas avoir grand-chose, comment que je peux faire pour l'améliorer?
Je dis c'est trop tard, 55 ans, c'est trop tard. Et oui, faut y penser jeune, quoi. Oui, puis quand on est jeune, on n'est pas sensibilisé à la question. Et ben voilà, c'est ça. Sinon, il y avait aussi un autre axe, mais c'est beaucoup plus ponctuel et à côté, c'est le refus justement de participer à la sécurité sociale, le mouvement qui se réclamait de je ne sais plus qui, et qui disait qu'il ne fallait pas payer les cotisations et que c'était de l'arnaque. Ben, disons qu'ils voulaient... Mais là c'était un truc mafieux. Hein. Ah oui. C'était comment Pousset. Je ne me rappelle plus comment ils appelaient son mouvement, Pousset, qui était un gars du Midi, d'ailleurs qui est mort, il a été descendu. Ah ouais. Oui. Dans son bureau, il y a un gars qui est rentré pendant qu'il a flingué. Il n'a jamais su qui c'était d'ailleurs. Oui, non mais c'était un truc mafieux. Et il incitait les gens à prendre du privé dans des paradis fiscaux, quoi. Il y avait des compagnies d'assurance qui venaient de ces trucs-là, et il les incitait à prendre des assurances là. Mais je vous dis, c'était mafieux, quoi, parce que les gars ils payaient une cotisation, mais ces assurances là, c'est strictement interdit et tout, il était vraiment hors la loi, hein, Pousset. Et est-ce que vous avez eu, vous, affaire à eux en tant que président? Oui. Comment ça se passait? Ah ben, plutôt mal. Il venait... Moi j'ai eu Pousset qui est venu à Lyon, à la caisse, là, on était en bureau, et il est venu avec une délégation, mais on s'est vraiment chopé. Hein. Ah oui. Et j'avais 2-3 gars avec moi, puis à cette époque-là on n'était pas trop manchots, quoi. Et il dit, alors il nous avait dit, mais on sait où vous habitez, on connaît le truc et tout, et ah oui. Il dit, mais attends, c'est donc Jeannot Maisonneuve qui dit, mais il n'y a pas besoin de savoir où tu habites, si tu veux te battre, on va le faire tout de suite. Puis il a commencé à poser la veste et tout. Ils se sont dégonflés, quoi. Mais on ne s'est pas battu, mais c'était. Ah oui. Mais Pousset, c'était un grand. Mais c'était un mafieux, quoi. C'était un voyou, quoi. C'était un voyou. Mais il était en affaire avec ces sociétés d'assurance. Oui. D'accord. Ah ben, les sociétés d'assurance ont toujours joué un double jeu, hein. Ouais. Moi je vois chez nous, au départ du régime, les sociétés d'assurance et les mutuelles nous ont vraiment tapé dans le... Mais comme c'est pas possible, alors avec notre régime à 50%, qui rembourse que dalle et tout, et bon, ça à tout le monde, tous les agents d'assurance, tous les trucs et tout, balancer ça à tous leurs clients, tous leurs trucs et tout. Votre régime, il vaut rien, il faut prendre des complémentaires, il faut prendre ci, il faut prendre là, il faut s'assurer. Et ils ont plus ou moins, alors, ouvertement, je ne sais pas s'ils ont soutenu Pousset son truc, mais plus ou moins, ils étaient assez d'accord sur le truc pour revenir à une assurance privée, quoi. Et je me rappelle moi-même, c'est AXA qui avait fait un truc aussi à une époque en disant, mais nous on est capable de le gérer pour bien moins cher que ça. Ah oui. Alors que moi j'ai vu les rapports de la Cour des comptes, avant que j'arrête, donc ces rapports ils doivent avoir 5-6 ans, on les voit toujours avec un an de retard et tout, où il est dit que les mutualistes et les compagnies d'assurance qui font de l'assurance maladie, disons machin, ils redistribuent à leurs adhérents, disons, entre 60 et 70% des recettes. Il y a 30 à 40% de charges. Ouais. Alors la charge, c'est des charges administratives, ça se comprend, mais c'est toute la pub et les promotions qu'ils font. Quand vous voyez les pubs qu'il y a à la télé et tout, ça coûte la peau des fesses, ce truc-là. Et c'est les cotisations qui le payent. Hein. Je dis, ils redistribuaient à cette époque-là entre 60 et 70%. Et je me rappelle à une époque, ils avaient un fonds de réserve de 10 milliards. Je ne comprends pas d'ailleurs que le gouvernement n'ait pas mis la main dessus. Enfin, ils ont commencé un petit peu avec leur prendre des... Ouais. Ils ont commencé un petit peu quand même. Mais il n'y a pas eu de poursuite judiciaire par rapport à ces ententes illégales non. Pour ça, la Cour des comptes, ils font des rapports. C'est rarement suivi des faits. Hein. Et j'aimais bien lire les rapports de la Cour des comptes. Enfin, sur ces sujets-là, hein. Je ne lisais pas le rapport complet, mais sur ces sujets-là, j'aimais bien. On voyait des trucs quand même. Alors bien souvent, disons,
ça faisait que confirmer ce qu'on savait. En étant sur le terrain, on le savait, mais disons que là, on disait, bah, c'est quand même confirmé par la Cour des comptes, on était plus solide, disons, pour en parler, quoi. Et il n'y avait pas d'écho médiatique pour dénoncer, pour relayer ces informations et dénoncer ces pratiques Bah, c'est au vu aussi de tout le monde. Hein. Oui, moi je me souviens d'avoir entendu parler de tout ça, mais jamais avec l'implication mafieuse qui a été expliquée. C'était le CDCA. Oui, c'est ça. C'était voilà. le CDCA. Ouais, ben là c'était vraiment un truc mafieux. Moi, je me suis trouvé une fois à cette époque-là, à la CMR, hein, Caisse Maladie. Il y avait une manifestation du CDCA. Ils avaient envahi tout le truc et tout. Et moi, ils m'appellent, bon, je vais là-bas vite fait. Je vais là-bas et puis je vais pour monter. Ils avaient bloqué les ascenseurs, le truc et tout. Alors, il fallait monter au 7e. Je suis monté au 7e. Ils étaient dans les escaliers, les gars écartaient les gars pour pouvoir passer. Mais je me suis pas dégonflé, quoi. Je suis allé, puis je suis arrivé en haut. Et en haut, il y avait soi-disant le staff qui menait cette manifestation, quoi, tout. Et le gars qui était là et qui discutait et tout, c'était un Toubi. Ah, je l'ai vu plus bas de terre. Mais je lui ai tout dit. Je lui ai dit que n'importe comment, s'il n'avait pas la sécurité sociale, il irait à la soupe populaire, au resto du cœur. Je dis parce que là vous êtes en train de scier la pension à laquelle vous êtes assis, puis un médecin qui ose être là pour machin, je dis ben, et c'était un médecin. Et c'est lui qui me l'avait dit. Hein. Il dit mais moi je sais de quoi je parle, je suis médecin. Oh, ben, je dis, alors là, mais je crois que je l'ai tout dit. Oh, ben, c'est affreux. C'est gonflé. Hein. Un Toubi qui était là et qui contestait les régimes de sécurité sociale. Ben, s'il n'y avait pas le régime de sécurité sociale, les Toubis, il y en aurait, non, il en manque, mais il en manquerait plus que ça. C'est sûr. Et quelque chose qu'on n'a pas abordé, c'est comment vous avez réussi à concilier votre engagement et en même temps votre activité professionnelle. Ben, c'était pas facile. Hein. Ouais, je me doute. C'était pas facile. Alors le problème, c'est que moi je concentrais à peu près toutes mes activités le lundi. C'était mon jour de repos. Donc le lundi, tous les conseils, les trucs, les commissions et tout, j'essayais de puis ça arrangeait beaucoup de monde parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient dans mon corps. Hein. Alors on faisait bien ça le lundi. Et puis autrement, moi je faisais les marchés. Hein. J'étais sur les marchés. Alors ça m'arrivait de faire des réunions le soir ou l'après-midi, un truc comme ça. Mais le matin, je pouvais pas, quoi. J'étais coincé. Alors il y a que après quand j'étais au conseil à Paris, c'était pas toujours le lundi. Enfin en principe on faisait le lundi aussi les conseils. Puis je partais le matin, je rentrais le soir. J'ai fait ça jusqu'à il y a 4-5 ans. Mais c'est vrai que c'était pas facile. Alors c'était plus au détriment de la vie de famille, si vous voulez, que de la vie professionnelle. Parce qu'il fallait vivre. Moi j'ai toujours travaillé tout seul. Hein. Alors je travaillais tout seul, je faisais les marchés. Donc si j'étais pas, il n'y avait personne au marché, il n'y avait personne qui travaillait. Quoi. Enfin je travaillais avec ma femme, mais ma femme venait avec moi. Quoi. Et c'est vrai que quand j'y pense maintenant, je me dis mais comment tu as fait? Je me pose la question, je me dis mais comment tu as fait? Et si longtemps? Pardon? Et si longtemps? Et oui, voilà. Ah oui, parce que je crois que j'ai été président. J'ai été élu pendant 42 ou 43 ans, et je crois que j'ai été président pendant 35 ans. Oui, il y a que les deux premiers mandats, donc c'était Georges Vignal. Oui. Puis il travaillait beaucoup aussi par téléphone, un truc comme ça. Hein. Avec le directeur, on se téléphonait tous les jours. Hein. Beaucoup de téléphones. Puis après, sur la fin, donc, on a commencé à travailler un peu en informatique. Quoi. Puis j'avais un truc qui était pratique avec Paris, on avait un intranet. Alors là, j'avais pratiquement toutes les circulaires, tous les trucs et tout, j'avais accès à tout, ce que j'ai plus maintenant, quoi. Mais j'avais accès à tout, toutes les circulaires, tous les trucs, tous les textes de loi, les machins, des fois, même les débats parlementaires, les trucs comme ça. Par cet intranet, j'avais accès à tous ces trucs, alors ça permettait quand même de se tenir au courant, quoi. Mais ça, je vous parle des dernières années, hein.
parce que l'informatique, en 70, on n'en parlait pas. Hein. On n'en parlait pas, on n'avait même pas de téléphone portable à cette époque-là. Ouais, ça devait être quand même assez compliqué, votre engagement, les manifestations, Oui. votre travail, la Ah vie oui, oui, privée. oui, mais... Vous deviez Ah ben, pas vous ennuyer. je jure qu'il y a des fois des nuits qui étaient courtes. Hein. Des fois des nuits qui étaient courtes. Oui, Mais vous voyez, bah, je regrette pas. C'est bien. Il n'y a pas de quoi. Hein. Non, mais parce que je dis, bon, j'ai pas fait fortune, j'ai travaillé pour gagner ma vie, quoi, un peu c'est tout. Mais j'ai peut-être pas réussi dans la vie, mais pour moi, je dis, j'ai réussi ma vie. Oui, oui. Donc, je regrette pas du tout. Hein. Non, mais vous avez fait bien, oui, vous avez fait bien avancer les choses. Ben, c'est-à-dire, j'étais un peu passionné, quoi. Bah oui. Je crois que le pays il le faut pour faire ça. Autrement, je crois qu'il le faut. Hein. Oui. Et puis, ben, j'avais du souci, hein. Je me faisais du souci pour savoir quand j'allais arrêter si ça n'allait pas trop me manquer. Oui. Et puis, ben, écoutez, il y a eu une coïncidence qui a fait que j'ai arrêté, et puis je suis tombé bien malade, j'ai fait presque un an d'hôpital. Oui. Alors, là, j'ai coupé obligatoirement, là, la transition a été faite vite fait, là, comme ça. Oui. Bah oui. Mais enfin, je vous dis, je suis resté toujours. Ils m'ont mis président d'honneur, alors de temps en temps, quand il y a une fête ou un truc comme ça, j'y suis invité. Et puis j'ai toujours eu des bons rapports. Ben, vous voyez, dimanche dernier, on avait fait un petit repas là, dans les monts du Lyonnais. Là. Il y avait Deschamps, il y avait Combes, il y avait même Dorme, puisqu'après moi j'ai eu Dorme comme directeur de l'URCAM. Oui, ça, il faudra que vous nous en parliez, mais on va peut-être s'arrêter là un petit peu maintenant. Je vous offre quelque chose. Non, je pense. Si vous voulez, j'ai